Bonjour, on va commencer aujourd'hui avec la deuxième séance de notre cours de l'histologie animale. Nous avons fait une petite introduction la dernière fois concernant la classification des épithéliums selon les trois critères, la forme des cellules, le nombre des couches et les spécialisations. Et nous avons donné quelques exemples. Aujourd'hui, nous avons vu cette image la dernière fois et nous avons parlé des caractéristiques de chacun de ces épithéliums. Aujourd'hui, on va voir un détail chacun de ces épithéliums, ses caractéristiques, sa fonction et sa localisation. On commence avec les épithéliums simples. Ils sont constitués toujours d'une seule couche de cellules. Et toutes ces cellules reposent sur la lame basale, sont attachées à la lame basale par l'intermédiaire ou bien au niveau de leur domaine basal. Leur pôle apical ou bien plutôt leur domaine apical est en contact avec la lumière de la cavité qu'ils bordent. Les épithéliums simples en général se trouvent à l'intérieur de notre organisme. C'est-à-dire on exclut l'épiderme. L'épiderme n'est pas un épithélium simple. Les épithéliums simples, ce sont des épithéliums spécialisés dans l'absorption ou la sécrétion. Il y a un groupe des épithéliums simples qui sont spécialisés dans l'absorption ou la sécrétion, un autre groupe qui sont spécialisés dans la diffusion sélective ou bien la filtration. Les épithéliums simples sont situés dans les régions où le risque d'usure et lésions sont faibles. On peut conclure que ce genre des épithéliums est fragile, ne supporte pas l'usure et les lésions. Donc, les épithéliums simples sont toujours à l'intérieur de notre organisme. On commence avec le premier épithélium simple qui est l'épithélium pavimenteux simple, c'est-à-dire une seule couche de cellules qui repose sur la lame basale et les cellules de cette couche ont la forme pavimenteuse. Et ces cellules sont hautement jointives les unes, sont fortement attachées les unes avec les autres. Leur noyau est ovale ou bien allongé. Ces épithéliums, les pavimenteux simples, sont souvent perméables et assurent des fonctions de filtration, diffusion et osmose. Donc, c'est le premier type et déjà on connaît sa fonction qui est, comme j'ai dit avant, filtration, diffusion et osmose. Exemple, au niveau des alvéoles pulmonaires. À l'intérieur du poumon, la surface des alvéoles pulmonaires est composée d'un épithélium pavimenteux simple. Là-bas, la fonction de cet épithélium, c'est l'échange gazeux. Au niveau du mésothélium et endothélium encore, nous avons épithélium pavimenteux simple. Au niveau du tube rénal encore, nous avons un épithélium pavimenteux simple qui a une fonction de filtration ou bien fonction, encore là-bas, fonction d'osmose. Ici, l'exemple d'endothélium. Comme vous voyez ici, les cellules endothéliales, ce sont des cellules pavimenteuses et reposent sur la lame basale. Donc, c'est un épithélium simple pavimenteux. Pareil pour les mésothéliums. Nous avons vu en détail la dernière fois les mésothéliums et leur localisation. Nous avons parlé des deux feuillets viscéral et pariétal. Les deux sont composés d'épithélium pavimenteux simple. Maintenant, deuxième épithélium simple, l'épithélium cubique simple. Encore, il est constitué d'une seule couche de cellules cubiques à noyau sphérique et central,
comme vous voyez dans le dessin ici. Les cellules encore sont serrées les unes contre les autres, c'est-à-dire sont fortement attachées par l'intermédiaire des jonctions intercellulaires. Ces épithéliums ont une fonction de sécrétion et absorption. Quand on dit sécrétion et absorption, une des deux fonctions, sécrétion ou bien absorption. Par exemple, sont localisés par exemple à la surface des ovaires et encore dans les canaux excréteurs de certaines glandes exocrines. Donc, à la surface des ovaires ou bien dans l'épithélium glandulaire. L'épithélium cubique simple, c'est un donc rôle, comme j'ai dit, sécrétion ou bien absorption. Toujours, ces deux rôles, la sécrétion et l'absorption, toujours c'est pour les épithéliums cubiques ou bien les cylindriques. Jamais on parle de la fonction de sécrétion ou bien la fonction d'absorption pour l'épithélium pavimenteux. Parce que l'épithélium pavimenteux, ces cellules sont très minces, leur cytoplasme très petit, il n'y a pas d'espace pour accumuler le produit de sécrétion ou bien espace pour stocker, pour recevoir des produits absorbés. Maintenant, l'épithélium cylindrique ou bien épithélium prismatique. Les cellules font encore leur rôle pareil, comme j'ai dit avant, sécrétion ou absorption comme l'épithélium cubique. Leur hauteur est plus grande, comme vous voyez, leur hauteur est plus grande que leur largeur. Les noyaux sont tous au même niveau et situés dans la région basale. Dans l'épithélium précédent, les noyaux étaient sphériques, même niveau, mais n'étaient pas proches du pôle basal, car la cellule était cubique. Mais pour la cellule cylindrique, facilement on peut examiner la polarité du cytoplasme et la distribution asymétrique des organites. Ces épithéliums, comme je dis, sont associés à des fonctions d'absorption et de sécrétion. Par exemple, au niveau de l'estomac. Au niveau de l'estomac, la fonction, c'est la sécrétion. Encore, chez certains épithéliums cylindriques simples, on peut détecter des différenciations ou bien des spécialisations au niveau du domaine apical. Ici, nous avons deux exemples. Un épithélium cylindrique simple à microvillosité, c'est-à-dire le pôle apical est doté de microvillosité à plateau strié. C'est l'aspect d'un plateau strié ou bien bordure en brosse. Cet exemple se trouve au niveau de l'intestin grêle. Et ces microvillosités augmentent, comme vous voyez, ce sont des prolongements du domaine apical et assurent l'absorption des nutriments. Donc, la présence des microvillosités augmente l'absorption des nutriments au niveau de l'intestin grêle. Un autre exemple des épithéliums cylindriques simples avec des différenciations ou spécialisations, l'épithélium cylindrique simple cilié. Comme vous voyez ici, le domaine apical de ces cellules possède des cils vibratiles. Les cils, ce sont des expansions encore membranaires, mais de composition et fonction différentes que celles des microvillosités. Les cils, ce sont des structures mobiles, sont 10 fois plus longues que les microvillosités, se trouvent au niveau de l'appareil respiratoire. Dans la partie supérieure, par exemple, de l'appareil respiratoire, on trouve ce genre de cils. Même au niveau des trachées, on trouve les cils vibratiles. Et encore au niveau de l'appareil génital, au niveau des trompes utérines. Maintenant, la fonction des cils
Ce sont des structures mobiles. Leur mobilité assure le déplacement de mucus à la surface de l'épithélium. Le mucus est une substance protectrice et lubrifiante qui est sécrétée par une cellule glandulaire, par une glande exocrine. On verra ça plus tard. Ici, on voit l'exemple au niveau de l'intestin. Épithélium cylindrique simple non cilié ici, c'est-à-dire ici qu'on voyait possède des microvillosités qui augmentent la superficie et assurent l'absorption des nutriments. Ici, au niveau des trompes utérines, à la surface, on voit les cils vibratiles qui sont mobiles. Leur mouvement est synchrone, c'est-à-dire les cils se déplacent ensemble et le mouvement des cils fait déplacer le mucus à la surface. Les cils vibratiles, comme j'ai dit avant, des expansions cytoplasmiques mobiles, leur mouvement est synchrone, permettent le déplacement de mucus, des sécrétions muqueuses, localisées au niveau de l'épithélium bronchique et encore l'épithélium des trompes utérines, sont 10 fois plus longues que les microvillosités. Ici, nous avons dit que ce sont des expansions mobiles. Maintenant, on va voir l'épithélium pseudo-stratifié. Ce sont des épithéliums simples. Pourquoi s'appelle pseudo-stratifié? Pseudo, c'est-à-dire faux stratifié. Donc, leurs cellules sont toujours de forme cylindrique. Toutes leurs cellules reposent sur la lame basale. Donc, c'est un épithélium, comme j'ai dit au début, c'est un épithélium simple. Mais les cellules possèdent des tailles différentes. C'est-à-dire qu'on voyait ici, il y a des cellules cylindriques de grande taille et encore il y a des cellules de petite taille. Mais les deux groupes reposent sur la lame basale. Les noyaux sont situés à des hauteurs variées. On voit ici, il y a deux niveaux des noyaux. Les cellules courtes, les cellules de petite taille n'atteignent pas la lumière de la cavité. Seulement les cellules de grande taille ou le domaine apical des cellules de grande taille atteignent la lumière de la cavité. Ces épithéliums remplissent encore des fonctions de sécrétion et d'absorption, pareil comme l'épithélium cylindrique simple. Pourquoi on l'appelle pseudostratifié? Comme je dis, c'est faux stratifié. Et la présence de ces noyaux à deux niveaux différents, donc la présence des noyaux à deux niveaux différents, cela laisse penser que le tissu comporte plusieurs couches. Mais en réalité, c'est une couche unique, car toutes les cellules reposent sur la lame basale. Ce genre d'épithélium se trouve au niveau de l'appareil respiratoire supérieur, c'est-à-dire à côté de l'épithélium cylindrique simple. Même chez l'épithélium pseudo-stratifié, il existe ou parfois on trouve des différenciations ou des spécialisations. Dans l'exemple ici, nous avons un épithélium pseudo-stratifié cilié au niveau de l'appareil respiratoire. Comme j'ai dit, tapisse la majeure partie des voies respiratoires supérieures. Sa fonction, pareil comme l'épithélium cylindrique simple cilié, est le transport de mucus. Ici, la fonction sécrétion et transport de mucus. La sécrétion n'est pas assurée par les cellules de l'épithélium pseudostratifié, par les cellules cylindriques de l'épithélium pseudostratifié, mais la sécrétion est assurée par la cellule suivante, par cette cellule qui s'appelle glande caliciforme. On voit ici encore pareil, ça c'est la glande caliciforme ou bien la cellule caliciforme.
C'est une glande exocrine unicellulaire qui sécrète le mucus. Donc, le mucus au niveau de l'épithélium muqueux dérive de la cellule caliciforme. Au niveau de l'appareil respiratoire, les cellules ciliées, le mouvement des cils va déplacer le mucus sur toute la surface. Mais si on regarde attentivement ici, on remarque bien que seulement les cellules épithéliales qui possèdent les cils vibratiles. Les cellules caliciformes, leur domaine apical ne possède pas de cils. C'est une cellule glandulaire, la cellule caliciforme. On va voir cette cellule encore plus tard en détail. Maintenant, l'épithélium stratifié. Il est formé de plusieurs couches de cellules qui sont superposées. La couche la plus profonde repose sur la lame basale et s'appelle couche germinative car elle est composée de cellules souches, cellules immatures. Et la couche la plus superficielle, la couche de surface, est en contact direct avec la lumière de la cavité. Par exemple, au niveau de la cavité buccale, la surface superficielle est en contact avec la lumière de la cavité buccale. Pareil au niveau de l'épiderme, par exemple, la couche superficielle est en contact avec l'extérieur et non pas avec la cavité, parce qu'il n'y a pas de cavité au niveau de l'épiderme. Ces épithéliums se retrouvent dans des endroits qui subissent beaucoup de friction. Donc, la fonction, c'est la protection. Ces épithéliums sont résistants et capables de protéger les tissus sous-jacents. Donc, leur fonction, comme j'ai dit, c'est la protection. Mais comment on fait l'appellation des épithéliums stratifiés? Leur appellation, c'est-à-dire leur nomenclature, est aussi attribuée en fonction de la forme des cellules situées en surface. Quand on dit épithélium stratifié, il faut encore ajouter la forme de ces cellules. On regarde la forme de la couche superficielle pour l'appellation. Par exemple, quand on dit pavimenteuse stratifiée, c'est-à-dire la couche superficielle est composée de cellules stratifiées. On commence avec le premier épithélium stratifié, l'épithélium pavimenteux stratifié ou bien l'épithélium malpigien. C'est le plus abondant parmi les épithéliums stratifiés. Il est observé dans les endroits qui s'usent beaucoup, c'est-à-dire les endroits qui subissent beaucoup de forces physiques, et protège l'organisme ou protège les organes sous-jacents, donc assure un rôle ou une fonction de protection. Il est composé de plusieurs couches de cellules. Ces épithéliums sont épais et bien adaptés à leur rôle de protection. Donc, comment sont adaptés, on verra ça plus tard. La couche la plus profonde qui est sur la lame basale s'appelle la couche germinative. La couche la plus, ou bien la couche superficielle, elle est pavimenteuse, avec noyau allongé. À l'intérieur, les cellules sont cubiques ou cylindriques. Mais comment on passe du fond cellule cylindrique vers la surface cellule pavimenteuse? Les cellules basales ou bien les cellules germinatives sont constamment reproduites par mitose. Donc la division se fait ici chez les cellules germinatives. Ensuite, en migrant, ces cellules migrent vers le haut. En migrant, elles s'aplatissent et deviennent pavimenteuses à la fin avec un noyau allongé. Ensuite,
à la surface, les cellules dégénèrent. Elles sont alors éliminées et puis remplacées de nouveau par des nouvelles cellules qui viennent du bas. Un exemple d'épithélium pavimenteux stratifié, c'est la paroi interne de la cavité buccale, ou bien l'épiderme, c'est un épithélium pavimenteux. On divise les épithéliums pavimenteux stratifiés en deux groupes. Les épithéliums non kératinisés, comme je dis, au niveau de la paroi interne de la bouche. Et deuxième type des épithéliums pavimenteux stratifiés, c'est l'épiderme, la couche superficielle de la peau. C'est un épithélium pavimenteux stratifié kératinisé. Kératinisé, c'est-à-dire dans cet épithélium, les cellules superficielles, les dernières couches de cet épithélium qui est l'épiderme, les cellules sont très aplaties, dépourvues de noyaux et des organites, ne possèdent pas un noyau et des organites. Leur cytoplasme est rempli par la kératine. Donc, leur cytoplasme accumule la kératine. Cet épithélium est adapté également à la dessiccation. Encore, il est imperméable et résistant. Comment ou bien quel est le rôle de la kératine dans ce tissu? La kératine, c'est une protéine rigide qui qui augmente l'imperméabilité, qui augmente la résistance de l'épiderme et qui augmente la fonction de protection chez cet épithélium. Par contre, l'épithélium non kératinisé, c'est un épithélium de protection, mais il est moins rigide que l'épiderme. On voit ici un schéma pour l'épiderme. C'est la couche profonde des cellules germinatives qui repose sur la lame basale. Sur la lame basale, comme vous vous souvenez, nous avons le tissu conjonctif. À la surface, les cellules aplaties dépourvues de noyaux et des organites. Tout le cytoplasme est rempli par la kératine. Et en allant vers l'intérieur, on voit les cellules cubiques ou cylindriques. Ici, une comparaison entre kératinisé et non kératinisé. On voit l'épaisseur. L'épithélium kératinisé est plus épais que l'épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé. Il est encore plus rigide et encore supporte la dessiccation plus que l'épithélium non kératinisé. Maintenant, l'épithélium cubique stratifié, c'est un épithélium moins abondant que l'épithélium pavimenteux, généralement composé de deux couches de cellules. Son rôle, c'est la protection. Il joue surtout un rôle de revêtement plus solide ou revêtement plus solide qu'un épithélium simple, c'est-à-dire la protection assurée par l'épithélium cubique stratifié est plus importante que la protection s'il était un épithélium simple. Bien sûr, il est composé de deux couches, c'est-à-dire il est plus rigide. On trouve ce genre d'épithélium au niveau de l'épithélium, au niveau des glandes. Au niveau de l'épithélium glandulaire, disons, on le retrouve dans les canaux excréteurs des glandes sudoripares. Les glandes sudoripares, ce sont localisées au niveau de la peau et sécrètent sueur, c'est-à-dire la épithélium cylindrique stratifié ou bien prismatique. C'est un épithélium rare, c'est-à-dire c'est l'épithélium stratifié le moins présent dans notre organisme. Les couches basales sont faites de cellules polyédriques irrégulières, c'est-à-dire leur forme est irrégulière, les couches profondes. La couche superficielle est faite des cellules cylindriques. Et bien sûr,
cet épithélium est moins épais que l'épithélium pavimenteux stratifié. Rôle assure un rôle de protection et de sécrétion. On le retrouve dans une partie de l'urètre de l'homme. Maintenant, le dernier épithélium, c'est l'épithélium transitionnel. Jusqu'à maintenant, nous avons vu les épithéliums simples et les épithéliums stratifiés avec épithélium pseudo-stratifié. Et nous avons vu les différenciations. Les différenciations, il ne faut pas oublier que les cils et les microvillosités, on les retrouve seulement chez l'épithélium cylindrique simple, ou bien les cils chez les épithélium cylindrique simple et épithélium pseudo-stratifié. Et encore, épithélium pseudo-stratifié, toujours, ces cellules sont des cellules cylindriques. Maintenant, épithélium transitionnel, c'est un épithélium particulier, stratifié, non cilié, tapisse les organes du système urinaire, s'appelle encore urothélium, c'est-à-dire se trouve au niveau de l'appareil urinaire. Exemple, au niveau de la vessie ou bien au niveau de l'urétère. On va prendre la vessie comme exemple. Cet épithélium est soumis à d'importantes variations de la pression interne et à des étirements considérables. C'est-à-dire c'est un épithélium soumis à beaucoup de forces. L'épaisseur de cet épithélium et la forme de ces cellules sont variables. Donc, l'épaisseur et la forme, surtout la forme de la couche superficielle, est variable en fonction de la distension de l'organe. Exemple, cet épithélium, ou bien les cellules, la couche superficielle de cet épithélium est composée de cellules volumineuses et arrondies quand la vessie est vide. Il n'y a pas d'urine dans la vessie. Mais une fois la vessie est remplie d'urine, les cellules deviennent pavimenteuses et aplaties. Donc, c'est ça la distension de l'organe. Et c'est ça quand on dit ce tissu, ou bien et ce tissu est soumis à d'importantes variations de la pression interne et à des étirements. Donc, la forme des cellules, la forme de la couche superficielle est variable, varie selon les conditions physiques à l'intérieur. S'il y a une pression sur les cellules, elles deviennent pavimenteuses. Au repos, deviennent volumineuses et arrondies. Donc, cet épithélium transitionnel ou urothélium, on ne peut pas le classifier selon la forme de la cellule. Juste, on dit c'est un épithélium stratifié. Mais la forme est variable selon la pression interne. Maintenant, les propriétés des épithéliums de revêtement. On connaît déjà ces propriétés, mais juste pour résumer. 1. Renouvellement des épithéliums, comme nous avons dit. La couche la plus profonde est formée de cellules de remplacement, encore s'appelle cellules souches ou bien cellules germinatives, qui se multiplient par mitose. En se multipliant, cette couche va donner des nouvelles cellules qui vont migrer vers le haut et remplacer les cellules éliminées. Cet épithélium est en continuel renouvellement. Toujours, il y a des cellules qui vieillissent et sont éliminées. Donc, leur durée de vie est limitée. Les cellules épithéliales ont une durée de vie limitée. Une fois éliminées, il nous faut de nouvelles cellules qui viennent de l'intérieur, des couches profondes. Encore, les cellules souches ou bien les cellules de remplacement ou bien les cellules germinatives, c'est pareil, se divisent et la division et la vitesse de leur renouvellement ou bien de leur division est différente suivant les épithéliums. C'est-à-dire dans chaque épithélium, la vitesse de division est différente. Dernière propriété, la perméabilité de ces épithéliums. Cette perméabilité est variable. Par exemple,
l'épiderme qui est stratifié, pavimenteux stratifié une, de la kératine dans le cytoplasme des cellules des couches superficielles, il est bien sûr imperméable. Par contre, l'épithélium pavimenteux simple au niveau de l'appareil respiratoire, au niveau des alvéoles pulmonaires, il possède une grande perméabilité. Donc, la perméabilité est variable selon les épithéliums. La lame basale encore qui sépare l'épithélium des tissus conjonctifs sous-jacents joue un rôle de filtre sélectif. Donc, ça encore, quand on parle de la perméabilité, il faut encore ajouter le rôle de la lame basale. Maintenant, on commence avec les épithéliums glandulaires. Les épithéliums glandulaires ont la même origine que les épithéliums de revêtement. Sont composés des cellules épithéliales, mais la fonction est différente. Donc maintenant, les cellules sont spécialisées seulement dans la sécrétion. Et ces cellules sont groupées en masse, en amas de formes et volumes variés. Les glandes peuvent être soit macroscopiques, c'est-à-dire de grande taille comme pancréas et foie, ou bien sont microscopiques, identifiables seulement à l'échelle microscopique dans la paroi des organes. On peut mettre ici exemple la glande caliciforme qui est unicellulaire, une seule cellule. Maintenant, dans notre organisme, il existe autres cellules que les cellules glandulaires qui sécrètent des produits. Donc une cellule sécrétrice, c'est-à-dire toute cellule de nature épithéliale ou non, qui exporte hors de son cytoplasme, qui sécrète, qui élimine à l'extérieur des molécules spécifiques qu'elle a synthétisées. Autres que les cellules glandulaires, autres que les cellules épithéliales, on note par exemple les cellules immunes, par exemple les plasmocytes sécrètent des anticorps. C'est une cellule sécrétrice, mais on la classifie pas avec les cellules glandulaires. Par contre, cellules glandulaires, ce sont des cellules épithéliales, mais spécialisées dans la sécrétion. C'est-à-dire ici on met glande exocrine ou bien glande endocrine. Mode de formation de glandes ou bien l'histogénèse des glandes. Les épithéliums glandulaires sont formés durant l'embryogénèse, c'est-à-dire avant la naissance, en parallèle avec la formation des épithéliums de revêtement. Comme vous voyez ici, c'est un épithélium de revêtement en cours de formation. En bas, en bleu, c'est le tissu conjonctif. Et ici, on voit quelques cellules épithéliales qui se multiplient pour former une masse ou bien un bourgeon. Ce bourgeon, les cellules dans ce bourgeon vont continuer à se multiplier, et vont former un massif cellulaire, c'est-à-dire un groupe cellulaire. Ce groupe de cellules va s'enfoncer à l'intérieur dans le tissu conjonctif. Ça s'enfonce ensuite progressivement dans le mésenchyme sous-jacent. Pourquoi on l'appelle mésenchyme sous-jacent? Parce que chez l'embryon, il n'y a pas encore un tissu conjonctif mature. Donc ici en bleu, scientifiquement parlant, chez l'embryon, on l'appelle mésenchyme. Et ensuite, ce massif cellulaire, toujours entouré par la lame basale, bien sûr, va se différencier soit en glande exocrine ou bien en glande endocrine. Quelle est la différence? Tout simplement, regardez ici, la glande exocrine, elle possède un canal excréteur. Le canal excréteur, c'est un conduit, c'est un tunnel qui garde le lien ou bien le contact entre la partie sécrétrice et l'épithélium de revêtement.
Quand on dit avec l'épithélium de revêtement, c'est-à-dire avec la lumière de l'organe où se trouve la glande exocrine. Maintenant, pour les glandes endocrines, lors de la formation de la glande, lors de l'histogénèse de la glande endocrine, elle perd le canal excréteur. Donc, les cellules sécrétrices se différencient, mais se détachent de l'épithélium de revêtement et forment une sorte d'îlot مثل جزر صغيرة à l'intérieur du mésenchyme embryonnaire et plus tard à l'intérieur du tissu conjonctif. Et comme ça, on forme les glandes endocrines. Donc, glandes endocrines sont détachées de l'épithélium de revêtement. Glandes exocrines sont toujours en lien, en continuité avec épithélium de revêtement. Ici, tout ce qu'on a vu avant, les épithéliums glandulaires proviennent de la différenciation de certains épithéliums de revêtement embryonnaire. Il faut noter que la formation des glandes se fait durant l'embryogenèse. Les cellules, quelques cellules épithéliales ou bien quelques cellules souches immatures bourgeonnent pour former un massif cellulaire. Ce massif s'enfonce dans le tissu, comme j'ai dit avant, conjonctif, c'est pas correct, c'est tissu, s'enfonce dans le mésenchyme sous-jacent. Mais bien sûr, plus tard, le massif cellulaire deviendra glande et le mésenchyme deviendra tissu conjonctif. Ensuite, soit resté en contact avec l'épithélium glande exocrine, se détache glande endocrine. Comment on classifie les épithéliums glandulaires? On les classifie selon la nature de leurs produits de sécrétion, protéines ou bien lipides ou bien glycoprotéines, et leur modalité de sécrétion. Comment sécrète, comment excrète, comment élimine à l'extérieur le produit. Tout d'abord, on les classifie ou bien on les divise en trois catégories. Les glandes exocrines, ce sont des glandes c'est-à-dire externes, glandes à sécrétion externe, déversent leurs produits à la surface de la cavité ou bien à la surface de l'organisme, à la surface de la peau par exemple, les glandes sudoripares ou les glandes sébacées. Ou bien encore, comme je dis, dans une cavité naturelle, à la surface de la cavité naturelle, par exemple, la cellule caliciforme qui déverse le produit qui est le mucus à la surface de l'appareil respiratoire. Même dans l'appareil digestif, le pancréas et foie déversent leurs produits à la surface, directement à la surface de l'appareil digestif. Glandes endocrines sont dépourvues de canal excréteur, donc ne peuvent pas déverser leurs produits de sécrétion à la surface de la cavité où se trouve, mais elles déversent le produit directement dans le sang. Et le produit sécrété par les glandes endocrines s'appelle hormone. Donc les hormones sont sécrétées par les glandes endocrines. Quand on dit déverse leurs produits directement dans le sang, ici il faut ajouter un point très important. Dans le chapitre 1, tous les épithéliums de revêtement sont non vascularisés. Les glandes exocrines sont non vascularisées, mais les glandes endocrines sont vascularisées. Donc, c'est le seul type des épithéliums qui est vascularisé. Troisièmement, les glandes amphicrines, c'est-à-dire à la fois exocrines et endocrines. Ce sont des glandes de grande taille, des glandes macroscopiques qui sont divisées en régions, des régions exocrines et régions endocrines. On commence avec les glandes exocrines. Bien sûr, les cellules glandulaires
exocrines sont polarisées. Toutes les cellules épithéliales sont polarisées. On commence donc. Des glandes, comme nous avons dit, déversent leurs produits directement à la surface de l'organisme ou bien à l'extérieur. Les cellules sont polarisées. Et la polarité, comme c'est marqué ici, une polarité morpho-fonctionnelle, c'est-à-dire morphologique et fonctionnelle en rapport avec leur activité de sécrétion. 1. Comment se manifeste cette polarité? Le pôle apical qui borde la lumière. Maintenant, pôle, c'est-à-dire toute la région supérieure. Non seulement le domaine de la membrane cytoplasmique, c'est-à-dire le cytoplasme, l'intérieur. L'intérieur, la partie supérieure, c'est-à-dire la moitié supérieure du cytoplasme, c'est le pôle apical. Et pauvre en organites. Les organites donc sont localisés dans le pôle basal. Le pôle apical, c'est le lieu de stockage des produits élaborés avant leur excrétion. Donc, la glande exocrine accumule ces produits de sécrétion dans le pôle apical. Le pôle basal, bien sûr, repose sur la membrane basale. Et la membrane basale sépare, c'est juste pour rafraîchir votre mémoire. La membrane basale ou la lame basale sépare l'épithélium glandulaire du tissu conjonctif. Juste ici pour dire que même chez les glandes, nous avons toujours la lame basale. Et au niveau du pôle basal, les organites le pôle basal est riche en organites cellulaires. Maintenant, encore au niveau des glandes exocrines, nous avons des cellules qui s'appellent myo-épithéliales. Myo, c'est-à-dire musculaires. C'est-à-dire ce sont des cellules dont l'épithélium, mais leur fonction n'est pas la sécrétion. Ce sont des cellules dont leur fonction c'est la contraction. Ce sont des cellules contractiles, sont parfois situées entre les cellules sécrétoires et la lame basale. On va voir le schéma. On voit ici une glande exocrine, c'est le canal excréteur. Ici, la partie sécrétrice. Et ici en rouge, c'est les cellules myo-épithéliales. La lame basale toujours se trouve derrière les cellules myo-épithéliales. Donc, les cellules myo-épithéliales sont parfois situées entre les cellules et la lame basale. Ce sont des cellules contractiles. Quand elles se contractent, cela va faire une pression sur les cellules sécrétrices, ce qui va faciliter le mouvement du produit de sécrétion et la libération de ce produit à l'extérieur. Donc la sécrétion se fait ici. Regardez la polarité des cellules. En noir, on voit les graines de sécrétion. Le noyau et les organites sont proches du pôle basal. Deuxième critère de classification, c'est le nombre des cellules. Il existe, ou bien nous avons des glandes exocrines unicellulaires et des glandes exocrines pluricellulaires. Dans notre organisme, nous avons un seul exemple des glandes exocrines unicellulaires qui s'appelle la cellule caliciforme. Elle est localisée ou bien elle se trouve au niveau de l'épithélium cylindrique simple ou bien épithélium cylindrique pseudo-stratifié seulement. Donc, les cellules caliciformes, comme je dis, sont dispersées dans les épithéliums cylindriques simples ou bien cylindriques pseudo-stratifiés. Maintenant, où se trouvent ces épithéliums dans notre organisme? Au niveau de l'appareil digestif, estomac, intestin. Encore au niveau de l'appareil respiratoire.
encore au niveau de l'appareil urinaire et reproducteur. Elles produisent le mucus. Le mucus, c'est une substance qui lubrifie et qui protège les surfaces de ces appareils. Donc, cette cellule, la cellule caliciforme, c'est une glande unicellulaire dispersée. Ces cellules, donc, elle est présente entre les cellules cylindriques des épithéliums cylindriques simples ou pseudo-stratifiés, déversent le produit directement à la surface et les cils vibratiles vont déplacer ce produit. Maintenant, deuxième type des glandes exocrines, qui sont les pluricellulaires. Les glandes exocrines pluricellulaires possèdent ou bien sont divisées en deux parties. La partie qui s'appelle partie sécrétrice, ici en vert, et la partie canal excréteur ou bien partie excrétrice. Toujours le canal excréteur et la partie sécrétrice, bien sûr, leurs cellules reposent sur une lame basale, mais encore derrière la lame basale, il y a un tissu conjonctif, un stroma de tissu conjonctif. On verra ça plus tard, c'est quoi un stroma. C'est-à-dire c'est un tissu conjonctif. Contenant, c'est-à-dire une couche de tissu conjonctif, c'est le stroma, contenant des capillaires sanguins qui assurent la nutrition de ces glandes. Donc, les glandes exocrines sont non vascularisées, mais sous les glandes exocrines, il existe un tissu conjonctif qui est vascularisé. Et toutes les glandes exocrines dans notre organisme, sauf la cellule caliciforme ou bien les cellules caliciformes, sont pluricellulaires. Maintenant, troisième critère de classification selon les caractéristiques du canal excréteur. Les glandes exocrines sont divisées en deux groupes selon les caractéristiques du canal. 1. Les glandes simples possèdent un seul canal. Ce canal, toujours, se termine par une portion de sécrétion, ou bien une portion sécrétrice, ou bien qu'on voyait ici, 3 portions sécrétrices. Mais toujours, le canal est unique. Ce sont les glandes simples. Maintenant, deuxième type, les glandes composées. C'est quand le canal excréteur est ramifié. Donc, canal excréteur peut être simple ou bien ramifié. Et pour le canal excréteur ramifié, chaque ramification se termine par des portions sécrétrices, par une ou plusieurs portions sécrétrices. Donc, glande simple, glande composée, selon le canal excréteur. Maintenant, on va voir la classification selon la troisième critère, qui est la forme de la portion sécrétrice. On distingue les glandes acineuses, forme sphérique ou en flacon, avec cellules de la portion sécrétrice forme de pyramide. La lumière de la portion sécrétrice et du canal excréteur sont réduites. Glande tubuleuse présente un aspect de tube allongé avec cellules cubiques ou cylindriques. Troisièmement, les glandes alvéolaires, la partie sécrétrice en forme de sac. Donc, la partie sécrétrice a la forme d'un sac. On va faire une comparaison avec glande acineuse maintenant. On va remarquer que la lumière de la portion sécrétrice et de canal excréteur sont plus importantes que chez les glandes acineuses. Ces différentes formes peuvent être
observées au sein d'une même glande composée. Par exemple, parfois on peut trouver une glande tubulo-acineuse ou tubulo-alvéolaire. C'est-à-dire la même glande composée peut avoir différents types ou bien différentes formes pour la portion sécrétrice. On va s'arrêter ici pour la deuxième séance et on continue le chapitre dans la séance 3.